Hello, bienvenue pour une nouvelle mise au point HS spéciale. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de parler de ça, parce qu'on m'avait demandé à quelques reprises mes jeux vidéo préférés. J'avais fait référence aux jeux vidéo dans mes critiques Disneyfield. Je suis relativement fan de jeux vidéo, je suis loin de ce qu'on pourrait appeler un passionné. Et j'ai une culture vidéoludique qui est un peu vieillotte vu que je suis plus beaucoup les jeux vidéo d'actualité. Bon, je fais quand même gaffe aux gros titres qui sortent, mais en dehors de ça, oui, je fais plus trop gaffe. Et j'aime bien les jeux vidéo, mais surtout par rapport à mon époque. Et ça m'empêche pas de temps en temps d'en tester un nouveau sur ma Nintendo 3DS. Mais en dehors de ça, je ne cache pas que ouais, je suis plus trop ça. Néanmoins, j'aime beaucoup les jeux vidéo pour ce qu'ils m'ont apporté. C'était une façon de passer du temps qui était très sympathique. Ça m'a fait découvrir énormément de choses en matière d'art. Alors, on va pas se lancer dans le débat est-ce que les jeux vidéo c'est de l'art ou pas, par rapport à ce que ça apporte ou pas à l'art, parce que je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est pas parce que on voit de la musique et des belles images ou des bons scénarios dans un jeu vidéo que ça en fait automatiquement de l'art. Ça reprend de l'art de base et ça l'adapte pour en faire une espèce de jeu, incorporer ça au jeu. Mais est-ce que ça fait du jeu vidéo en soi de l'art? Là, c'est une grande question et c'est clairement pas moi qui vais me lancer là-dessus. C'est déjà suffisant comme ça. Cela dit, oui, il y a énormément de jeux vidéo qui m'ont fait découvrir de très belles musiques, de très très bonnes histoires qui marquent autant aujourd'hui qu'avant. Ça apporte pour moi une petite plus-value à une histoire qu'on suit via un jeu vidéo par rapport à une histoire qu'on suit comme ça en tant que film, BD, ce que vous voulez, parce que on a le sentiment d'y participer un petit peu, d'être pris dans cette histoire-là. Donc c'est quelque chose d'assez fort et c'est ce qui fait que, en partie, j'aime énormément les jeux vidéo sur le principe. Et il y en a beaucoup qui m'ont énormément marqué. On m'a demandé mes jeux vidéo préférés, je vais en parler. Vous remarquerez assez vite que j'ai un genre de prédilection assez fort, hein, parce que ce sera quasiment que de ça que vous verrez, hein, que des jeux vidéo du même genre, hein. Il y en a quelques-uns qui se sortent du lot, mais en général ce sera le même genre. Et pour donner un tout petit peu de diversité, j'aimerais faire quelques petites mentions honorables avant de commencer ce top 15 de jeux vidéo que j'apprécie beaucoup, mais qui sont pas tout à fait aussi bien que les 15 premiers de cette liste. Parce que surtout, ils tombent pas dans le genre que j'affectionne le plus, faut dire ce qui est. Donc, on se lance tout de suite dans les mentions honorables assez rapidement. Le premier, c'est Elite Beat Agents. Avant ce jeu, j'étais pas du tout attiré par les jeux de rythme. Ça me saoulait à chaque fois que je voyais soit du Dance Revolution, soit du Guitar Heroes, ça me saoulait, ça me donnait pas du tout envie de participer à ça. Mais je suis tombé sur ce jeu, sur DS, j'ai essayé et putain j'adorais. Parce que ça a évité de, comment dire, de prendre le concept de rythme trop au pied de la lettre en le rendant fun et complètement décomplexé. On a un système de rythme qui est super intuitif et qui se lie à quelque chose et qui n'a rien de tangible. On joue pas de la guitare ou quoi que ce soit, on suit juste des rythmes en suivant certaines règles qui sont plutôt simples et très intuitives, très ergonomiques. Et c'est bien présenté avec des petits scénarios assez loufoques autour de ces agents qui sont, je trouve, très marrants à suivre. On suit même une espèce de grand conflit à la fin, très, très sympathique. Il y a plusieurs modes de difficulté. Et je peux vous dire que j'étais super fier de moi quand j'ai réussi à terminer le dernier niveau en mode très difficile. Ça m'a fait super plaisir quand c'est arrivé la première fois. Et puis après, il y a le mode encore au-dessus. Et non, j'ai pas pu ça. J'ai pas pu aller très loin. Cela étant, oui, je suis très fan de jeux et mon jeu musical préféré, très peu devant Theater Rhythm et Final Fantasy. Ensuite, on va parler de Super Metroid, sans doute mon numéro 16, si je devais le compter dans ma liste. C'est un jeu d'exploration avec une map bien foutue, énormément de secrets à découvrir. Il y avait un super entrain à tout découvrir, à visiter cette carte dans chacun de ses recoins, confronter toutes les menaces possibles. C'était super cool. Il y avait quelque chose de très bien foutu dans ce monde ouvert où on devait gérer l'avancée de ses progrès. C'était très cool. J'ai vraiment adoré ça. Je préfère largement ça. Récemment, je me suis fait le premier jeu Metroid en rétro-découverte personnelle et c'était
c'est pas pareil, hein. On sent qu'il y avait besoin de s'affiner un petit peu, hein. Donc ouais, ça met une petite claque par rapport à ce que valait Super Metroid, mais ouais, n'empêche que Super Metroid sur Super NES est un jeu extraordinaire dans son genre, comme énormément de gens l'ont déjà dit. Numéro 3 du genre, Un Squadron. Alors, j'aurais pas grand chose à vous dire sur ce jeu, si ce n'est que c'est genre l'un des rares shoot 'em up où j'étais un peu pris par ce que ça racontait. Il y avait Parodius auquel je jouais, que j'aimais beaucoup aussi, mais en dehors de l'ambiance super loufoque, ça racontait pas grand chose. Là, il y avait quelque chose de très intéressant dans la petite histoire que ça racontait, et surtout, punaise, je trouvais ça mais super prenant, super ergonomique, la façon dont on pouvait gérer son avion, les différents pouvoirs qu'on pouvait avoir. J'ai adoré ça, je crois que ça doit être mon shoot 'em up préféré, même si je n'ai clairement pas joué à tous, on est d'accord par rapport à ça. Ensuite, dernière mention honorable, Unreal Tournament. Faut qu'on soit d'accord sur un point, je n'aime pas le FPS. Vraiment, je déteste contrôler un homme en vision subjective, j'y arrive pas. À chaque fois, je me plante, j'ai pas mes repères à cause de cette connerie les trois quarts du temps, et au bout d'un moment, j'en ai marre. Voilà, et c'est encore pire quand c'est pour un jeu de tir, parce que j'ai l'impression qu'on essaye vaguement de me donner l'impression que c'est moi qui suis le guerrier qui doit mitrailler tout le monde. Je m'en fous, ça. Moi, je veux contrôler quelqu'un, je veux pas avoir l'impression d'être cette personne, je veux avoir l'impression d'être une espèce de personne omnipotente par rapport au jeu qui peut tout contrôler de cette personne, pas être cette personne, pas me sentir être cette personne. Vous m'excuserez hein, s'il y a un peu de mégalomanie là-dedans, mais c'est un peu ce que j'aime ressentir. Et c'est pour ça que j'aime pas la sensation FPS. Et chaque fois que je m'essayais à ça, ça me saoulait. GoldenEye 007, ça m'a gavé ce jeu. Je sais plus, c'est un jeu super connu de FPS que auquel mes amis m'amenaient jouer parce qu'eux ils aimaient bien ce truc. Et moi je suivais le mouvement histoire d'être avec mes potes, mais à chaque fois ça me faisait chier. On allait dans un cybercafé, on jouait à ce jeu-là, j'ai plus le nom en tête, hein, il est super connu à nouveau, et ça me saoulait, d'autant plus que j'étais un des premiers à crever, et donc je vais attendre genre 2 minutes le temps que tout le reste de l'équipe se fasse battre ou batte les autres, donc ça me gavait ça, je vous cache pas. Mais Unreal Tournament, je saurais pas vous dire pourquoi exactement, c'est l'un des rares FPS à m'avoir vraiment agrippé. J'ai suivi énormément de missions, capturer le drapeau, tuer tout le monde, etc. Sans me lasser, et j'étais vraiment pris par la prise en main. C'était super intuitif, super péchu, et j'arrivais vraiment à être pris dedans, et je ne saurais pas vous dire exactement pourquoi. Peut-être l'ambiance, peut-être le côté assez extravagant des armes qui m'a vraiment fait délirer. J'ai beaucoup aimé ça. J'ai jamais ressenti ça ailleurs dans d'autres FPS que j'ai testé. C'est un genre que j'affectionne pas du tout, mais ce jeu-ci, ce FPS-là, a réussi à vraiment me plaire. Donc voilà, je tenais à le mentionner, même si c'est pas l'un de mes 15 jeux préférés de tous les temps, parce que pour moi il a fait un exploit ce jeu. Bref, sans plus attendre, parlons de mes 15 jeux vidéo préférés. Il serait peut-être préférable que je vous précise sur quel genre de console j'ai joué durant toute ma vie. Donc très rapidement, j'ai eu la Master System et la Super Nintendo plus tard. Après j'ai eu la PlayStation 1 et 2. Et après coup, ça a surtout été des consoles portables. Voilà, donc Game Boy Advance, DS, 3DS, et en gros c'est tout. Hein, j'ai fait quelques jeux sur PC, hein, mais en dehors de ça, j'ai pas eu énormément de consoles. C'est à nouveau un vieux jeu, moi, hein, c'est très particulier. Donc ouais, je fais ça par rapport à mon expérience. Et j'aimerais aussi préciser une chose, il y a beaucoup de jeux auxquels je n'ai pas joué évidemment, donc si ça se trouve, si j'y avais joué, ils seraient sans doute dans cette liste, mais ils y sont pas parce que j'y ai pas joué, ou peut-être parce que j'ai pas autant accroché que vous. Et il y a certains jeux que j'ai découverts uniquement via des let's play. Et je peux pas me permettre de les juger, ces jeux-là, parce que le gameplay c'est quelque chose qui se prend vraiment en main, c'est pas quelque chose qui s'observe bêtement. Donc je peux pas vraiment me permettre de juger ces jeux-là. Par exemple Undertale, je n'y ai pas joué, j'ai juste vu des gameplays. Et ça a l'air super, mais c'est pas le genre de gameplay qui me botte.
Le gameplay où il faut éviter les trucs qui vous foncent dessus. Par contre, l'histoire, il y avait quelque chose d'assez fort dans Undertale. Je n'irai pas jusqu'à dire que c'est l'un des plus grands scénarios ou l'un des plus grands cassages de quatrième mur ou quoi que ce soit qui existe, mais c'est quand même très fort sur de nombreux points. C'est un jeu qui a de grandes qualités et je peux pas nier une seconde qui mérite un peu le statut un peu culte qu'il a, même si j'ai tendance à trouver qu'on exagère un petit peu sur le fait que c'est forcément le plus grand jeu qui existe avec Ocarina of Time. Pareil pour Ocarina of Time, là par contre j'y ai joué, je trouve qu'on a tendance à faire un peu trop des caisses là-dessus. Enfin bon, maintenant que c'est bien dit, on va pas perdre plus de temps, en avant pour le top 15 de mes 15 jeux vidéo préférés. Numéro 15, Illusion of Time, un de ces jeux qui vous font découvrir des choses, sincèrement, pas juste un nouveau gameplay, mais une nouvelle ambiance, un nouveau type de narration très particulier et que j'ai adoré me faire la première fois sur Super Nintendo. J'y ai joué au moins 2-3 fois sur Super Nintendo, j'ai fini 2-3 fois. J'ai même réessayé un de ces 4 sur émulateur pour pouvoir en reprofiter, c'était toujours un plaisir. Et c'est enfin sur émulateur que j'ai réussi à avoir tous les rubis de feu. Ah ça c'est un truc, les objets collectables qui sont super chiants à avoir, là, il t'en manque un, tu l'as dans le cul parce que tu peux pas aller jusqu'au bout. En plus, il y en avait un, pour l'avoir, fallait être un putain de collabo, quoi. C'était quoi ce délire? Donc, ouais, c'était particulier, mais c'était une ambiance super originale. Même maintenant, ça reste une ambiance super originale qu'on voit pas très souvent, avec pas mal de personnages assez marquants. Notre héros principal qui a cette capacité de se transformer en divers guerriers, enfin surtout un autre guerrier en particulier, hein. Il y en a un deuxième qui viendra très tard dans l'histoire. Et c'était très fun, ça. Il y avait un côté Zelda, mais Zelda beaucoup plus... je trouvais un peu plus recherché, hein, un peu moins stagnant dans le fait que les nouvelles capacités s'acquéraient de façon très particulière. On jonglait avec 2 personnages qui étaient plus ou moins le même mais différents, et puis 3 à la fin. Et oui, on n'arrêtait pas de changer d'environnement, on découvrait différentes parties du monde, hein, on découvrait quasiment toutes les merveilles du monde, hein, je sais pas, mais il y en a une bonne partie, et il y avait certains développements qui étaient assez forts. La seule chose que j'aurais à reprocher à ce jeu, personnellement, ça serait la fin, où déjà il m'a fallu des plombs pour battre le boss final, tellement il était abusé, et surtout, une fois qu'on termine, c'était... Oh, comment vous dire ça? On a cette espèce de petite tendance dans les jeux vidéo à texte qu'on fait défiler à, de temps en temps, faire en sorte que le texte défile selon une vitesse précise. Parce qu'on veut que le moment s'imprègne. Vous voyez? Et donc, ça arrive, et des fois, on ralentit un peu le texte. Seulement, il n'était pas juste ralenti à la fin. Il allait à 2 à l'heure. Chaque lettre mettait genre 1 seconde à s'afficher, je vous jure, c'était presque ça. Ça me prenait le chou de voir ce texte défiler à la vitesse d'un escargot asthmatique à chaque fois. Non, ça ranger. C'était le truc qui m'avait gavé à la fin. Je veux dire, c'est la grande conclusion qui montre comment tout va se terminer, et puis peut-être là ce truc là où on fait défiler le truc à une lenteur horripilante. Cela étant, c'est un détail et ça reste un très bon jeu qui a bien subi l'épreuve du temps, je trouve. Numéro 14, Shin Megami Tensei Devil Survivor Overclocked. Oui, vous m'excuserez, j'ai noté parce que je m'en souviens pas par cœur. Et donc, ouais, c'était un jeu de toute la franchise Persona. Punaise, il y a je sais pas combien de types de jeux dans cette franchise. Bien entendu, vous devez être sans doute très familier avec les jeux Persona de base. Mais il y a énormément d'autres types de jeux, et ça c'est un genre de jeu de RPG de stratégie, comme je les aime bien, où j'aime beaucoup un apport qu'ils ont fait, bon qui n'est pas non plus exclusif à ce jeu-là. Nos personnages ne sont pas seuls quand ils combattent et qu'ils attaquent quelqu'un, il y a tout un groupe qui se forme entre donc notre personnage humain de base et les 2... Persona qui l'accompagne, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit comme ça que ça se nomme dans cet opus, mais voilà, il y avait tout un système de Persona
à avoir pour accompagner nos héros avec tout un système de gestion très fun à faire, qui sera d'ailleurs repris dans la suite, que j'ai beaucoup aimé aussi. Je préfère quand même cette version-là, parce que bon, déjà, d'une part, c'est la première, et aussi parce que j'ai été un peu plus pris par l'histoire et le développement qu'on peut avoir avec nos personnages. C'est un jeu, Devil Survivor Overclocked, où on a vraiment l'occasion de choisir ces différentes voies. Et si on ne fait pas certaines choses à un moment précis, parce qu'il y a vraiment un système de temps, quand on fait une action, il se passe une demi-heure dans la journée, on a genre 7 jours, ouais, ça se passe sur une semaine, il faut bien gérer notre temps. Et selon les actions qu'on fait, ça va changer certaines choses assez drastiquement. Il y a certains personnages qu'on peut ne pas sauver parce que on ne fait pas les bonnes actions en temps voulu, etc. Il y a pas mal de choses comme ça qui se font et ça mène à différentes fins possibles, centrées en général sur un personnage. Et il y en a des tas à découvrir. C'est super fun. C'est super fun de faire ça, de se refaire le jeu pour partir vers les bonnes voies. Et une chose que j'aurais légèrement reproché par rapport à ça, à nouveau, hein, c'est pour avoir des petits trucs à reprocher, c'est que il y a quelque chose, il y a un petit système de complétion, c'est-à-dire, ah, t'as fini, t'as fait une fin, on fait un New Game Plus où tu peux récupérer les personnages que t'avais avant, donc cool, hein. Tous les personnages que tu t'es fait chier à créer, tu les conserves, hein, c'est super, merci, ça m'aide beaucoup, ça aide beaucoup, vraiment. Mais t'es obligé de repasser par là à chaque fois si tu veux tout compléter et avoir dans le même fichier toutes les fins possibles, et je sais pas si ça débloque un truc ou pas, j'en sais trop rien. Je pense que c'est juste pour le besoin de complétion. Mais voilà, j'ai fait toutes les fins possibles. Seulement, j'ai un petit peu triché là-dessus en jouant sur le fait que à certains moments de l'histoire, on peut avoir plusieurs chemins possibles. D'ailleurs, oui, si on prend certains choix à un moment donné, il y a vers la fin le choix de prendre tel ou tel personnage, la voix de tel ou tel personnage, si on a bien fait les bons choix. On peut jamais avoir tous les personnages dispo hein, avec le temps qui nous est alloué, donc c'est pour ça que c'est impératif de répéter le jeu, mais on peut quand même se permettre de prévoir un moment où on n'aura pas à se retaper tous les passages, parce qu'on a beau avoir des personnages super puissants, à un moment donné, on se dit, ouais, j'ai pas envie de me retaper chaque truc quand même, merde. Et ouais, j'aimais bien faire ça, quoi. C'est-à-dire, je reprenais de là pour partir sur une voie différente. Et ça aidait pas pour la complétion parce que ça comptait pas dans mon fichier à ce moment-là. Et donc, ouais, si j'avais vraiment voulu faire une vraie complétion sur mon fichier de toutes les voies possibles, j'aurais été obligé de repartir du début à chaque fois. C'est un peu chiant et on aurait pu avoir un truc un peu mieux organisé à ce niveau-là. Mais en dehors de ça, j'ai adoré, j'ai aimé le côté assez tragique de l'histoire parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez puissant qui se produit avec nos personnages et l'aspect RPG très bien foutu, hein, ça reprend des trucs de base du RPG tactique en jouant beaucoup sur des nouveautés qui, je suis sûr, sont propres à la série. Hein. Je pense pas que ça vienne que de jeux-là qu'on a fait ça avant, mais c'était très fun. Un type de jeu de rôle stratégique comme je les adore. Numéro 13, Alundra, mon Zelda-like préféré. Voilà, c'est dit, je préfère ce jeu à tous les Zelda sortis jusqu'à présent, parce qu'il y a une ambiance plus mature que dans tous les jeux Zelda que j'ai eu l'occasion de voir. Oui, même Ocarina of Time et Majora's Mask, que beaucoup de gens n'arrêtent pas de vanter et qui... Et pour moi, ça fait un petit peu excessif, parce que c'est pas si extraordinaire que ça, je trouve, mais oui, à nouveau, je dis pas ça pour me faire mal voir et dire ah, c'est de la merde ces jeux-là. Non, c'est clairement pas le cas, mais je trouve qu'on en fait un peu des cas sur eux. Mais voilà, Alundra, malgré le gameplay en 3D isométrique qui peut un petit peu gêner par moment, raconte quelque chose d'assez fort autour de notre héros muet de base, hein, qu'on a toujours droit à ça, et qui a une capacité très particulière, celle de voyager dans les rêves des gens. Et étant donné qu'on est dans un monde où en fait il y a une présence maléfique qui hante les rêves des gens, on a à de nombreuses occasions notre héros donc qui doit naviguer dans ces rêves-là et qui doit vivre dans des tonnes d'environnements qui sont très différents d'un personnage à l'autre. Et il y a vraiment une grande créativité là-dedans, et ça amène pas mal de moments d'action forts. Hein. C'est du Zelda-like, comme je l'ai dit, donc notre personnage doit collecter différents objets, il doit avoir de nouvelles
nouvelles armures, nouvelles armes, etc. au fur et à mesure de l'aventure. J'ai jamais réussi à voir tous les faucons dorés dans ce jeu, même quand je l'ai réessayé relativement récemment sur émulateur, quand j'ai enfin pu avoir celui que je pouvais pas avoir à cause du putain de jeu de la roulette. Ah non, mais alors là, voilà, vous avez ma critique négative de ce jeu, c'est-à-dire que, voilà, le faucon doré qu'il faut avoir pour le jeu de la roulette, c'est de la connerie puisque ça repose sur du hasard, mais du hasard 5 fois de suite. Ça va pas la tête. 5 fois de suite, faut que je gagne un jeu de hasard pour pouvoir gagner ce putain de truc, allez vous faire foutre. Et donc, vous vous imaginez, dans la réalité du jeu, quoi, tu dois te taper la roulette du début à chaque fois, et ça prend pas 2 secondes, quoi, c'est pas un truc super automatique. Donc heureusement que j'ai réussi à faire ça avec les save states, hein, parce que là, je vous jure, ça m'a saoulé. Mais même quand je suis arrivé à faire ça, j'en ai oublié un autre. J'en ai oublié un qu'on pouvait ramasser qu'à un moment précis, sinon après c'était râpé. Et voilà, pas de faucon doré, j'ai pas l'alarme ultime, et zut. Bon, en dehors de ça, c'est super fun. Il y a de nombreux personnages très intéressants avec lesquels on apprend à s'attacher plus ou moins parce que il y a certains trucs qui se passent pas très bien. C'est pas tout positif, etc. Il y a pas mal de drames, pas mal de moments super intenses. Et ouais, même certains qui sont malaisants, je trouve. Il y a certains cris quand on est dans le monde du cauchemar. Waouh, cris d'horreur, ça met bien dans l'ambiance, vous voyez. Donc ça jongle bien sur cette map à découvrir, toute cette carte à découvrir qui est quand même bien fournie, avec un bestiaire un peu léger mais inventif, et tous ces différents mondes du rêve qu'on doit explorer, qui jouent très bien sur les capacités de notre personnage. C'était très fun, très cool, et c'est vraiment un de ces jeux que j'adorerais très certainement me refaire dans un futur proche. Et il y a une suite de sorties pas aussi intéressante, pas aussi prenante. Ils sont passés de la bonne animation 2D à l'animation 3D. Donc c'était plus de la 3D isométrique, c'était de la 3D 3D. Et c'était moins prenant. L'histoire était plus gaguesque. Déjà, ça partait beaucoup moins dans l'horreur du premier jeu, entre guillemets. Hein. Et ouais, c'était pas aussi ergonomique, pas aussi. La prise en main n'était pas aussi bonne que dans le premier jeu. Cela dit, ça jouait tout à fait correctement le deuxième. Mais oui, le premier le surclasse largement et c'est un de mes jeux préférés. Numéro 12, Wild Arms. Si je savais siffler, je vous referai l'intro qui est juste magnifique. Ah oui, vraiment, là ça m'a marqué. Hein. La première fois quand tu joues à un jeu vidéo, que tu vois une intro animée de cette qualité-là, tu te dis waouh, wow, ça défonce sa mère. C'était génial. Hein. C'était génial de découvrir ça avec Wild Arms. Bon, après ça, le graphisme était moins folichon, mais il passait tout à fait bien. Hein. Il tient encore un peu l'épreuve du temps. J'adore ce RPG. J'adore le principe de base qui est, on a 3 personnages. Il faut tout d'abord raconter leur histoire dans l'ordre qu'on veut jusqu'au moment où ils se rencontrent. Apparemment, j'ai joué qu'à Wild Arms 3 en plus de celui-là, apparemment ce sera une constante dans les jeux Wild Arms de reprendre ça et c'est plutôt cool parce que ça aide vraiment à entrer dans les personnages un à un avant de les faire se rencontrer et je trouve qu'on crée une très bonne histoire globale pour les faire se rencontrer. C'est du RPG assez classique dans le genre mais les différentes capacités de nos personnages sont très fun, très sympathiques à manipuler, à prendre en main. Je préfère par exemple le gameplay de Rudy qui se bat à l'épée mais qui a aussi des capacités. Alors c'est des bazookas exactement, mais il a des espèces de machins pour tirer des missiles en tout genre. Et malheureusement c'est pareil limité, il faut en faire bon usage. C'est cool ça. Chacun de nos 3 personnages a ses propres capacités et on prend vraiment la peine de les étoffer assez bien dans l'histoire. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que, bon, en plus du gameplay qui est un peu classique dans son genre, mais très fluide et qui passe nickel, on a un système de gestion de capacité de nos personnages qui permet souvent de résoudre certaines énigmes, des énigmes qui sont bien foutues, je trouve, dans le jeu. Et à 2-3 moments, je suis même un petit peu perdu là-dedans. Je ne savais pas qu'il fallait utiliser le rongeur de Jack pour faire quelque chose à un moment donné, donc j'étais complètement paumé dans une énigme. Donc c'était cool au bout d'un moment quand j'ai fini par découvrir ça au bout de 45 minutes. Ah punaise, c'est ça qu'il fallait faire. Enfin, pourquoi j'y ai pas pensé, on le dit en
en plus. Voilà, il y a pas mal de trucs où faut gérer non seulement les capacités de nos personnages dans les combats, mais aussi dans les énigmes. Et c'est très cool. Je dis pas une seule seconde que c'est super original, même pour l'époque, mais ça le faisait super bien passer, nickel à ce moment-là. Le troisième jeu reprend un peu le même genre de choses, avec des graphismes améliorés, c'est clair. Après, j'étais moins pris par l'histoire, et je sais pas, il y avait tout un délire d'extraterrestres à un moment donné. C'était vachement bizarre pour moi. Mais ouais, j'apprécie très sincèrement le troisième, mais j'ai largement préféré le premier. Numéro 11, Shining Force 2, RPG tactique, une fois de plus. Un incontournable du genre. Le premier est déjà super sympa, Shining Force, hein, il joue très bien, mais Shining Force 2 a vraiment su sublimer tous les bons points qu'il y avait dans le premier. On a donc toute une équipe en tout genre de différents héros dans un monde de fantasy très classique dans son genre. Et je vais dire une chose, oui, le scénario, pour ce qu'il est pas mal, mais c'est pas non plus quelque chose de super marquant. Mais ce qui m'a plus marqué, ce sont les personnages, la façon dont ils sont hauts en couleur. On manipule un phénix à un moment donné, genre le personnage le plus cheaté du jeu. Et c'est un truc qu'il y avait même dans le premier jeu, hein, des personnages hauts en couleur aux différentes capacités. Et c'est très cool à gérer. Les différents ennemis sont assez marquants. Je parle surtout des boss. Notamment, il y en a un qui finira par nous rejoindre, qui déchire lui aussi en termes de capacité. On a vraiment une diversité assez forte et chaque personnage, dans les interactions qu'on a avec eux, sont assez marquants. Même si c'est pas les personnages les plus développés qui soient, je suis totalement d'accord. Pour moi, c'est tout simplement un RPG tactique super bien mené et qui se prend en main, mais comme ça, et qui vous donne pas du tout envie de lâcher, tout simplement. Numéro 10, Secret of Mana. Ceux qui connaissent les musiques du jeu savent que j'allais très certainement le mettre dans cette liste. Et oui, j'aime beaucoup Secret of Mana. C'est le premier jeu dont je me souviens que les musiques m'ont vraiment marqué, je vous cache pas. Sachant que j'en parle pas, mais en règle générale, la quasi-totalité des jeux que je cite dans cette liste ont des musiques marquantes. Voilà, à part peut-être Devil Survivor, il n'y a aucun jeu de cette liste où je me souviens pas de la BO qui est pour moi excellente et vraiment marquante. J'en parle pas parce que je suis pas non plus un spécialiste à ce niveau-là. Donc oui, on a un gameplay action RPG très fun, un système d'inventaire que j'ai toujours trouvé très amusant et que j'ai jamais grandement retrouvé en dehors des jeux de la saga Seiken Dentetsu, si je prononce ça bien, et tout simplement une ambiance qui vous prend réellement. Il y a tout un système d'éléments, de capacités de personnages, d'armes à faire évoluer, etc. etc. Et à chaque fois, j'étais pris dans les différents donjons à surmonter. À chaque fois que je montais le niveau d'une arme, je faisais en sorte que chacun de mes 3 personnages atteigne ce niveau-là, hein, sache manipuler cette arme jusqu'à ce niveau-là, parce que j'étais à fond, je voulais aller à fond dans le jeu. Et oui, à chaque fois que j'avais un nouveau niveau d'arme, je voulais aller à fond pour voir qu'est-ce que ça donnait hein, quand je faisais ma limite à fond là-dessus. Il y avait un système aussi d'essoufflement qui était assez fun là-dedans, où on pouvait pas juste se contenter de bâcher les monstres, il fallait attendre de reprendre son souffle. Hein, donc il y a un système de 100%, hein, tu donnes un coup à 100%, tu vas jusqu'à fond de tes pouvoirs, mais si t'es pas 100%, ben, tu donnes, t'as quasiment aucune puissance dans ton coup. Il y avait vraiment un système simple à prendre en main et dont je me souviens encore aujourd'hui, avec de nombreux moments assez forts, de nombreux personnages pas forcément marquants dans leur personnalité, je vous le cache pas, mais dans leur apparition, dans leur apparence, ils marquaient très bien. Ne serait-ce que Thanatos, si je me souviens bien, c'était assez fort là-dedans. Flamby, j'adorais cette espèce de petit dragon mignon. Il y avait beaucoup de trucs qui m'ont bien marqué comme ça. Et si l'histoire n'était pas la plus extraordinaire qui soit, il y avait quand même suffisamment de petits moments assez marquants.
notamment, je sais pas, le moment où la fille finit par être prise en otage. Alors je sais qu'elle a un nom, mais dans la version européenne, on n'a jamais donné de nom au personnage, donc c'était vraiment à nous de les inventer, les noms. C'est vraiment un classique du genre dont je me souviens encore merveilleusement, et pourtant il y a un jeu qui a fait à peu près la même chose, mais qui l'a fait un petit peu mieux pour moi. Numéro 9, Secret of Evermore. J'adore encore plus ce jeu que le précédent, alors que on sent que ça voulait recopier les mêmes mécaniques pour exploiter quelque chose, une formule qui marchait, et je trouve qu'ils l'ont super bien fait. Vraiment. Alors, c'est pas un Seiken Densetsu, là, c'est pas de la même franchise techniquement, mais bon, faut dire ce qui est, c'est un successeur totalement avoué de Secret of Mana, qui reprend le même principe de base de gameplay, mais qui, je trouve, a réussi à lui donner une véritable originalité en plus. Ça a une propre identité que j'ai davantage appréciée. Et dans le fait que, par exemple, pour lancer un sort, il faut des matériaux. Il faut vraiment avoir tel ou tel matériau, genre 2 doses de poudre et une dose d'argile pour faire du feu ou une connerie comme ça, je sais plus exactement, je me souviens pas en détail. Et quelque chose comme ça qui permettait vraiment d'avoir une gestion supplémentaire et qui apportait donc un petit renouveau au gameplay qu'on avait avant. Par contre, il y avait quelque chose qui pourrait sembler réducteur par rapport au premier jeu, c'est le fait qu'on ne contrôle pas 3 personnages ce coup-ci, mais techniquement 2, dont un qui n'a pas du tout de pouvoir magique, puisqu'on contrôle un garçon et son chien, qui sont pris dans une espèce de monde magique via un portail technologico machin truc chouette. Alors ça n'a jamais été très bien clarifié, même si on donne une histoire détaillée à ça, hein, on dit pas que ça sort de nulle part. Et il y a quelque chose de très sympathique là-dedans que j'aurais légèrement reproché à Secret of Mana, c'est le fait que si les personnages arrivent à être un tout petit peu développés, et je dis ça surtout par rapport aux 2 personnages qui accompagnent le héros muet principal, vous savez, le héros muet principal a un impératif dans beaucoup de jeux vidéo, hein. Et, là, on a vraiment un personnage central, un gamin qui a sa personnalité bien à lui, c'est un fan de films de série B, il adore ça. Et ça lui donne une personnalité particulière, et il a un attachement particulier avec son chien, contre lequel il lance des petites piques sympathiques par moment. On sent qu'il y a une vraie attache entre ces deux-là, et nos 2 personnages qui découvrent ce monde de façon assez surpris et parfois blasé par moments. C'est très fun, j'ai adoré énormément de moments d'interaction entre ces deux-là. Et je trouve qu'on a su créer un univers un peu plus riche que celui de Secret of Mana, un petit peu plus riche, un peu moins singe, un peu plus fantaisiste dira-t-on, qui a su m'agripper vraiment. Il y a pas mal de choses très fun qui se passent avec le garçon et le chien, surtout avec le chien. J'en dis pas plus pour ceux qui connaissent pas, si jamais un de ces 4 vous voulez découvrir ça, mais il y a des moments avec le chien que j'adorais. Et oui, j'étais plus pris... pas tant dans l'histoire qui est peut-être un chouïa meilleur que celle de Secret of Mana, mais pas tant que ça, mais surtout par nos 2 personnages principaux qui ont un peu plus de personnalité et de développement, et c'est ça que j'ai légèrement préféré. Numéro 8, Grandia 2. J'adore le système de combat de Grandia, des jeux Grandia. Et j'ai dû faire le choix parmi les 3 sorties. Le premier Grandia, j'ai pas eu l'occasion d'y jouer en détail, il faudra que je le fasse un de ces 4. Grandia 3, j'avais beaucoup apprécié, mais j'étais plus pris par l'ambiance et les personnages de Grandia 2. Et il y a un truc très particulier qui est fait par rapport à 2 personnages précis dans Grandia 2 qui offre quelque chose de très particulier dans la façon dont les combats se font dans ce jeu, que j'ai beaucoup apprécié. Et le système de combat des jeux Grandia, c'est toujours un plaisir. Il y a une notion de stratégie, même si c'est pas vraiment un jeu RPG stratégie, très cool là-dedans, par rapport au fait qu'il faut bien prendre en compte la position sur laquelle on est sur le petit champ de bataille. C'est pas vraiment un champ de bataille sur lequel on est, et le timing de nos attaques. Est-ce que c'est mieux de faire une attaque simple ou une attaque qui pourrait casser l'attaque de notre adversaire? Il y a vraiment une dimension tactique très forte à prendre là-dedans, et j'apprécie énormément les différents points à gérer qu'on nous donne. Par exemple,
on n'a pas une seule monnaie, on en a trois techniquement. On a trois monnaies différentes. On a les pièces d'or et puis on a différents types de pièces. C'est cool parce que c'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans un jeu où il faut gérer un petit peu différentes monnaies, différentes récompenses qu'on a en fin de combat. Il y a beaucoup de choses comme ça qui font que la série Grandia a vraiment su se démarquer pour moi. Et c'est le jeu qui a su le mieux la représenter. Et c'est un jeu que j'adore faire. Numéro 7, Final Fantasy IX. J'adore les personnages, j'adore l'histoire, le gameplay est un peu classique dans son genre mais il passe bien. On arrive à créer quelque chose de très sympathique avec différentes capacités de nos personnages qui sont tous hauts en couleur, donc ils ont tous leur truc bien à eux. Que j'ai vraiment apprécié. Il y a même certaines actions combinées qu'on peut faire aussi, c'est très cool ça. Et honnêtement, je ne sais pas quoi vous dire de plus que ce que d'autres personnes ont déjà dit sur ce jeu. C'est un jeu vraiment enchanteur qui a su reprendre un petit peu la base, enfin revenir un peu aux sources de ce qu'était Final Fantasy avant Final Fantasy VII, en repartant sur un univers complètement médiéval fantasy, alors que dans FF7 et 8 on partait clairement sur du steampunk, là on partait vraiment à fond sur du medieval fantasy, et ça a fait un vrai changement, une vraie bouffée fraîcheur pour moi par rapport au fait que j'ai surtout joué à FF7 et FF8 avant et j'ai pas connu FF6. Mais j'y reviendrai là-dessus, je pense, dans un futur numéro de cette liste. Cela dit, si je devais vraiment avoir un truc à reprocher, et c'est vraiment un tout petit truc, ce serait le fait que ils n'ont pas réussi à rendre les quêtes secondaires intéressantes pour moi. Il y a toute une histoire de recherche avec les chocobos que j'ai toujours trouvé fastidieuse. J'ai jamais été pris dedans, j'ai jamais eu particulièrement envie de m'étendre là-dessus. Et c'est dommage parce qu'en dehors de ça, c'est très fun. Ouais, c'est très fun comme jeu, l'histoire principale, on est pris dedans complètement. Le méchant est très intéressant, c'est pas un des plus grands méchants de Final Fantasy qui soit, mais les aspirations du méchant sont assez intéressantes et amènent à un conflit très prenant à la fin. Je le dis tout de suite, le plus grand final d'un jeu Final Fantasy, c'est ce final-là. La dernière cinématique de fin, t'es pris aux tripes lorsqu'on voit un peu ce qui est arrivé à tous les personnages. C'est très fort, c'est un très bon moment, un des plus grands moments des jeux Final Fantasy pour moi. Très bon jeu, mon deuxième Final Fantasy préféré, et oui, il va y en avoir un autre plus haut dans la liste. Numéro 6, Chrono Trigger, un classique de chez classique, avec énormément de grands noms que je vais pas vous citer, parce que j'ai une mémoire de merde, à part Akira Toriyama, je me souviens d'aucun nom, mais eux, ce sont tous des grands noms dans leur genre, et c'était la super Dream Team, et qui ont pondu un jeu aux petits oignons qui est super prenant, que ce soit le gameplay où chacun de nos personnages a des capacités différentes, et on joue sur les différentes jonctions qui peuvent se faire entre eux. Il y a des attaques en duo, en trio différentes qu'on peut faire selon les capacités que les personnages apprennent. C'est super fort, il y a énormément de possibilités et c'est super fun à faire. Et ce qui est très intéressant par rapport à ça, c'est que l'histoire a beau être linéaire dans son récit central, on peut en dévier à peu près tout moment. Bon, techniquement, si on veut, on peut aller combattre le grand méchant de l'histoire au tout début, quoi. La boss, on peut aller le combattre dès le début si on veut, presque. Pas tout à fait, mais presque. Et bon, on se fait laminer la gueule, hein, c'est clair et net, hein, en tout cas pas dans le premier jeu. Dans le New Game Plus, oui, on peut aller le laminer dès le début. Et je me suis fait toutes les fins comme ça au passage. Mais, même sans ça, il y a énormément de quêtes secondaires assignées à chacun de nos personnages. Ils sont assez nombreux, ils ont tous leur excentricité, leur personnalité à part, très fun. Et chacune de ces quêtes est très prenante, avec des tas de donjons, des tas de monstres en tout genre à combattre qui ont leur spécificité. C'est un de ces jeux qui ne se démodera jamais pour moi, même si je suis sûr qu'il y a quelques personnes qui viendront dire « Oh, mais c'est pas de la 3D, oh, c'est vieillot ». Oui, je suis sûr que ça existe, des gens comme ça. Je trouve que c'est la 2D visuellement fait à son meilleur, avec du combat vachement palpitant, énormément d'époques à visiter, puisque, bon, comme le nom l'indique, ça va être vraiment une question de voyage dans le temps, où on va jouer sur les choses qu'on aura faites dans le passé, qui vont influer sur les choses du futur. C'est très cool, ça, il y a beaucoup de mécanismes comme ça. Il y a énormément de choses par rapport au principe de base
de Chrono Trigger, c'est-à-dire le voyage dans le temps, mais qui sont très intéressantes, très prenantes à suivre. Le gameplay aux petits oignons, les personnages mémorables. Ah, c'est un jeu extraordinaire, un classique qui mérite clairement ce nom-là. Numéro 5, Fire Emblem sur GBA, mon RPG tactique préféré. Voilà, c'est dit. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré Fire Emblem Awakening, et je vais dire une chose, en termes de gameplay, c'est clairement beaucoup plus avancé, beaucoup plus développé, Fire Emblem Awakening. Mais je vais dire une chose par rapport à Fire Emblem sur GBA, sachant qu'il me semble que c'était pas sur GBA à la base, enfin j'en sais rien, c'est un peu difficile à dire. Je suis tellement plus pris par le côté plus simple, moins ouvert qu'on crée par rapport au gameplay, qui arrive beaucoup plus à m'agripper. C'est-à-dire que dans Awakening, on peut se balader comme on veut sur la carte, réaffronter tel ou tel cohorte d'ennemis qui nous intéressent pour faire du level up, etc. Dans un Fire Emblem de base, il n'y a pas ça. Et c'est un truc qui rajoute vraiment du challenge pour moi parce qu'il faut vraiment gérer l'expérience de ces personnages par rapport vraiment au combat qu'on nous donne. Et il y a des trucs pour ça, hein, notamment le concept de l'arène qui permet non seulement de gagner du fric, mais surtout d'entraîner nos personnages, leur donner de l'expérience autant qu'on le voudrait. Seulement, voilà, et ça apporte un risque. Et on peut jongler là-dessus, il y a des trucs pour ça. Mais en plus de ça, il y avait une spécificité que j'aimais beaucoup dans le jeu qui n'a pas été reprise dans les jeux futurs, le brouillard de guerre. C'est-à-dire quand on attaque de nuit, eh ben on voit pas ce qu'il y a devant nous, en règle générale. Donc on joue un petit peu là-dessus dans certaines zones de combat où on peut pas voir ce qu'il y a devant nous parce qu'il fait nuit. Et ça rajoute une tension. Qu'est-ce qu'il y a devant nous? Il faut vraiment jouer sur les capacités de nos personnages, avancer comme on le peut, etc. Il y a une vraie notion tactique très forte et c'est le jeu qui m'a fait le plus réfléchir parce que dans tous les Fire Emblem, sauf dans les derniers où vous pouvez vous le permettre maintenant, si vous choisissez la difficulté la plus basse qui soit, quand on perd quelqu'un, on le perd. Il crève, c'est terminé. Donc moi, j'aime ces personnages et c'est un des grands points forts de deux jeux. Et donc à chaque fois que je perdais un personnage sur une zone de combat, je la refaisais depuis le début parce que je veux pas le perdre, merde, je veux tous mes personnages à la fin. Cela étant, ce qui fait de façon claire que c'est mon Fire Emblem préféré et que je l'ai placé aussi haut dans cette liste, c'est le point fort numéro 1, les personnages. Et le système de soutien qu'on crée autour. Les personnages sont très marquants, ont beaucoup de personnalités assez prenantes. Dans Awakening, c'est pareil, hein, il y a de très bons personnages, on est bien d'accord. Hein. J'adore Tarja, vraiment, j'adore cette fille. Mais dans Fire Emblem premier du nom, il y a quelque chose de plus fort là-dedans. Je trouve qu'on a beaucoup mieux réussi les dialogues de soutien. Les dialogues de soutien sont aux petits oignons pour moi et chaque lien qu'on crée avec un personnage, parce que bon, je raconte ça pour ceux qui ne connaissent pas, et quand on est près d'un personnage lors des combats, il y a une affinité qui se crée et on peut avoir un dialogue de soutien. Ça marche pas pour tout, il y a certains personnages qui sont pas faits pour avoir du soutien, donc ça marche pas pour eux, mais il y a énormément de soutien possible. Et chaque dialogue de soutien est très fort et permet très souvent de développer les personnages, soit avec des dialogues comiques, soit avec des trucs qui étayent davantage leur vie, soit avec des relations amoureuses. On peut créer énormément de relations amoureuses qui sont très choupies, notamment avec nos deux héros principaux possibles. Notre héros principal de base, c'est Eliwood, mais quand on refait une nouvelle partie, on peut rejouer ça avec le personnage d'Hector qui est présent tout au long de l'histoire, hein, dans un cas comme dans l'autre, mais ce serait centré sur lui et plus sur Eliwood. Donc il y a quelques petites différences. C'est cool hein, parce que ça permet de créer un vrai New Game Plus tout aussi prenant. Et oui, chacun de nos deux personnages peut avoir une affinité précise avec différentes femmes possibles. Et donc on peut avoir différentes femmes par rapport à ça et différents couples. Et il n'y a pas que, hein, on peut avoir différents couples avec nos différents personnages. Et c'est super fun. C'est super fun. Et je vous raconte pas le nombre d'heures que j'ai passé à jouer là-dessus, juste pour avoir tous les dialogues de soutien. Et il y en a un que j'ai pas eu.
un seul putain que j'ai pas eu parce que j'ai été trop gourmand à cause du seul défaut que j'ai reproché à cet opus. C'est le fait qu'on est limité à 5 dialogues de soutien. Pour une raison toute bête. Parce qu'on ne peut pas avoir le rang 1 avec 2 personnages différents. Voilà, on ne peut pas avoir un soutien rang A, rang maximum avec 2 personnages différents. Donc, pour pallier à ça, les programmeurs se sont dit, on limite à 5. Donc c'est impossible, on ne pourra jamais avoir rang A avec qui que ce soit. Et donc ouais, je me suis fait avoir parce que je suis allé un peu trop loin avec un personnage, il manquait juste 3 fois rien pour avoir le dernier rang 1 qui me manquait, et j'ai pas pu l'avoir à cause de ça. Et ça c'est un truc que Awakening a mieux fait, c'est-à-dire que on a un rang maximum avec une seule personne possible, et une fois qu'on l'atteint, on peut plus le faire avec les autres, puis point barre, il n'y a pas de limite pour le reste. C'est vrai que c'est beaucoup mieux comme ça. Mais sinon, en dehors de ça, j'ai adoré le jeu et c'est mon préféré de la franchise. Numéro 4, Phoenix Wright et Saturn, Trials and Tribulations, si je prononce bien. J'adore les jeux Phoenix Wright et Saturn en règle générale, mais plutôt Phoenix Wright quand même, et Apollo Justice. Apollo Justice, c'est pareil que Phoenix Wright sur le principe, mais j'ai jamais été particulièrement fan d'Apollo Justice. Et puis les jeux sur Miles Edgeworth, Benjamin Hunter. J'ai pas eu l'occasion de jouer au 2, j'ai vu un let's play du 2 qui avait l'air très fun, et je suis un tout petit peu moins pris par le gameplay. Néanmoins, ouais, de tous les jeux Phoenix Wright, de tout ce que ça pouvait raconter, c'est le 3 le mieux réussi. Pour parler rapidement de Phoenix Wright, quand même, dans son concept, on suit en fait les plaidoyers, les défenses d'un avocat qui, en règle générale, défend des personnes qui sont accusées de meurtre avec énormément de preuves qui indiqueraient que ce serait clairement mal barré pour eux si c'était un vrai tribunal. Et donc, au début, je vous cache pas que j'étais pas fan du concept. Hein. Pendant plusieurs années, j'ai vite boudé ça. Et puis, un de ces cas, je me suis dit, tiens, je vais essayer, genre comme ça. Tiens, j'ai pris un émulateur ou je sais pas quoi, je vais essayer de voir un peu ce que ça donne le premier. Et punaise, j'ai adoré. J'ai adoré, tout de suite j'ai enchaîné sur le deuxième, puis sur le troisième, puis sur Apollo Justice. Puis après j'étais complètement... j'étais frustré, il n'y a pas de suite, j'en veux plus. Même si, je vais revenir un petit peu là-dessus, le troisième fait une très bonne conclusion. Mais ouais, c'était super fun, super prenant, parce que ça racontait quelque chose de très... fun, très palpitant à suivre, avec des personnages hauts en couleur, ultra marquants. Il y a un système qui est certes très simple dans son essence, mais qui passe très bien. On recherche des preuves, puis après, au bout d'un moment, il faut bien faire gaffe à quelle preuve viendra contredire quel témoignage, etc., avec des variables, puisque il n'y a quand même pas que ça à prendre en compte, il y a quelques petites variantes, et on a su créer quelque chose de très fort autour de cette atmosphère-là, de ces personnages hauts en couleur, de ces scénarios qui vous font réfléchir, certains un peu moins que d'autres, mais en règle générale ça vous fait bien réfléchir, et il y a certaines révélations qui sont très fortes. Et mon jeu préféré, celui qui conclut une trilogie que j'ai trouvé excellente, c'est le troisième, Trials and Tribulations, Phoenix Wright 3. À nouveau si je le prononce bien, et c'était super cool de revoir tous ces éléments des anciens jeux qui étaient repris pour aider déjà d'une part à une grande méchante constante tout au long des affaires, hein. C'est pas 5 affaires disjointes, etc. Chacune de nos affaires avait plus ou moins un lien avec ce qui se passait, et c'était super fun. C'était super fun de voir ça. La grande méchante était vraiment marquante. Il y avait de nouveaux personnages qui ont très très bien réussi leur coup. Il y avait une reprise d'anciens personnages des précédents opus qui ont vraiment su bien faire ressentir leur retour. On sent vraiment que ça y allait à fond pour donner une conclusion en fanfare, et Spiness, ça l'a donné cette conclusion en fanfare. La dernière affaire de ce jeu est mon affaire préférée de tous les jeux Phoenix Wright confondus, tellement elle est forte, tellement elle est prenante, poignante à plusieurs moments, et tellement on a vraiment l'impression d'avoir suivi tous ces personnages, d'avoir une petite conclusion. Ils ont poursuivi ça parce que c'est une franchise qui a du succès au Japon avec d'autres jeux, et à partir de l'échec d'Apollo Justice en France, j'ai l'impression, en tout cas c'est l'impression que ça me donne, il n'y a plus de version française
Ou peut-être que c'est juste en Europe, hein. Il me semble que ouais, il y a une version globale européenne par rapport à ça. On n'a plus droit de traduction française de Phoenix Wright après coup. Et donc les futurs jeux qu'on a eus n'ont pas été traduits. Il y en a certains qui n'ont même pas été traduits en anglais. J'attends toujours la traduction du jeu qui est censé se passer à une époque où Sherlock Holmes existait. Oui, on a un jeu de tribunal comme celui-là, seulement à une époque différente, plus ancienne. Ça donne envie, ça serait cool de voir ça, mais non, on n'a pas encore eu toute la traduction. Ou peut-être, faudra que je regarde, hein. Mais ouais, c'est un peu frustrant de ne pas pouvoir y jouer soi-même, parce que c'est cool de jouer au jeu Phoenix Wright soi-même. Je sais que ça peut paraître bizarre dit comme ça pour un jeu qui repose beaucoup sur son histoire principalement, mais le fait de réfléchir soi-même à ce qu'on trouve, à ce qu'on peut faire pour faire progresser le tribunal, etc., je vous jure, ça apporte une vraie satisfaction. Et ouais, c'est ce qui fait que c'est une très bonne série de jeux. Et pour moi, celui qui incarne ça le mieux, celui qui représente le mieux cette franchise, c'est le troisième, Trials and Tribulations. Et je pensais que dans ce genre-là, ça ne se ferait jamais battre jusqu'à la sortie de numéro 3, Danganronpa. Je suis tombé là-dessus par hasard, j'ai regardé un petit peu de quoi ça avait l'air, et au bout de quoi, 1 heure et demie, je me suis dit, mais ça a l'air génialissime. C'est là que je me suis dit que j'allais essayer les 2 premiers jeux, j'ai adoré. Le troisième, malheureusement, j'ai été un peu trop impatient et j'ai suivi ça en let's play, donc je ne peux pas vraiment vous dire pour le gameplay, même si d'après ce que j'ai compris, c'est quand même une amélioration par rapport à ça. Et chacun de ces 3 jeux, je ne peux pas les départager, ils sont tous aussi bons pour moi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui diront que le 2 est meilleur que le 1 parce qu'il y a certains mécanismes qui se sont améliorés, les personnages sont plus marquants, je trouve pas. Pour moi, le premier jeu a autant de personnages marquants que le 2 et le 3. Hein, il y a aussi des personnages un peu gavants, mais aussi c'est pareil dans le 2 et le 3, il y a des personnages gavants dans ces jeux-là, je trouve. Le concept de Danganronpa est assez simple. Tu prends un groupe de 15 personnes qui se retrouvent à un endroit piégé sans trop savoir pourquoi, et on leur promet qu'ils libéreront une personne s'il arrive à tuer tous les autres. Et pour ce faire, elle doit exécuter un crime parfait, et si elle y arrive et que personne ne découvre que c'est elle la coupable, eh ben tant mieux pour elle, tous les autres sont exécutés et elle peut se barrer, et sinon c'est elle qui se fait exécuter et on continue la vie comme si de rien n'était jusqu'à ce qu'un autre crime arrive. Alors ça amène donc des grands moments de tension et surtout pas mal de drame autour de ces personnages qui, dans des situations normales, ne s'entretueraient pas comme ça, c'est évident, mais on les pousse à bout avec des motivations atroces et sadiques. Et ce qui fait qu'il craque au bout d'un moment et à chaque fois ça amène à un tribunal où tous nos personnages survivants se jugent et décident au bout d'un moment qui sera le coupable. Et donc il y a tout un travail de logique par rapport à ça à faire et c'est super prenant, quoi. C'est le principe de Phoenix Wright avec une notion plus macabre, plus horrible. Du principe, étant donné que c'est vraiment nous qui nous jugeons pour éviter que tout le monde meure en fait. C'est très tordu comme scénario, comme situation, et Dieu que c'est prenant. Dieu que j'adore les personnages. Dieu que le gameplay tout bête de soupçonner, de faire gaffe à qui dit des conneries, de bien faire gaffe à toutes les preuves qu'on a pour savoir exactement ce qui s'est passé. Tout ça, c'est vraiment tripant et prenant et ça vous donne envie de continuer sans vous arrêter. J'ai fait des sessions genre de 10 heures sans m'arrêter sur ce jeu tellement j'étais pris dedans. Je fais genre 2 ou 3 affaires d'une traite parce que j'étais à fond dedans, parce que j'adorais ce jeu. Les personnages sont très hauts en couleur, très marquants. Il y en a qui vont très loin par moments. Il y a de nombreux moments forts d'émotion, d'humour qui vous marquent. Là, c'est du bon style manga très bien foutu. Et il y a un côté très mindfuck dans les révélations de fin qui vont de plus en plus loin à chaque fois, qui sont très, très fortes.
J'adore ça. C'est quelque chose de tellement bien foutu, tellement fort, tellement prenant. C'est une série de jeux qui vaut vraiment le coup. Pour parler rapidement des jeux à part, enfin de ce qu'il y a à part, il y a un jeu qui s'appelle Another Episode où on suit un parent d'un personnage d'un jeu qui a une aventure un peu différente. C'est plus de l'action, hein, du jeu de tir à la troisième personne. Ça a l'air cool, j'y ai pas joué, l'histoire est sympathique mais pas aussi bonne que dans les autres jeux, même si je reconnais que c'est grâce à ce jeu que Fukawa est devenu mon deuxième personnage préféré de la franchise. Et il y a eu un animé qui se passe après le deuxième jeu, qui raconte des événements qui se passent après le deuxième jeu, et aussi des événements qui passent avant le premier. C'est en parallèle, c'est un peu particulier, la structure est un peu particulière, et qui était un très bon complément, et qui donnait une bonne conclusion au départ. Hein, sachant qu'il y a le troisième jeu, Danganronpa V3, qui est sorti, qui lance sur quelque chose d'un peu différent. Hein, je ne vais rien dévoiler par rapport à ça, mais c'est très cool aussi. C'est des jeux qui sont tellement fun et prenants, je peux pas les départager, ils sont tous les trois géniaux. Numéro 2, The World Ends With You. La claque que ça a été ce jeu. J'avais vu la jaquette dans un vendeur de jeux vidéo, c'était peu de temps avant que j'arrête d'aller chez les vendeurs de jeux vidéo. Donc ouais, c'est vous dire hein, à quel point je fais plus trop gaffe aux sorties. Ça m'avait vraiment interpellé, ça a l'air super fun. Et je m'y suis essayé et... soufflé de voir à quel point vous avez su créer quelque chose d'aussi original, d'aussi frais et à la fois d'aussi intuitif et fun. Vraiment. Alors, intuitif, un grand mot quand même, parce que le gameplay de The World Ends With You repose sur le fait que d'un côté, on a le stylet pour contrôler notre personnage central et la croix directionnelle pour contrôler le personnage secondaire. Et donc il y a vraiment quelque chose, il y a un coup à prendre là-dedans. Il y a énormément de choses dans le gameplay, de détails, que ce soit le principe de la mode, on joue sur le principe de la mode, qu'est-ce qui est tendance, et donc selon ce qu'on porte, la marque des vêtements qu'on porte, ça jouera sur nos capacités. Hein. Dans la vraie vie, je ne suis pas du tout comme ça, comme vous l'avez dû remarquer, donc ça ne va pas trop parler, mais quand même, c'était très fun. Il y a un système de pins qui est très sympathique, et qui nous donne différentes capacités qu'il faut gérer, un système de difficulté à gérer, de façon à avoir un pourcentage de drop sur les ennemis pour avoir les objets qu'on voudrait, et je me suis pris au jeu, j'ai voulu faire vraiment quasiment le truc à 100%, essayer d'avoir tous les objets possibles pour satisfaire mes besoins complétionnistes, mais j'y suis jamais réellement arrivé, il y a toujours quelques petits problèmes. Donc oui, le système de combat rien qu'en lui-même, le gameplay général est super fun, original, et ça demande un peu de temps pour prendre le coup, mais quand on prend le coup, punaise, on prend de ses pieds, je vous jure, on prend de ses pieds à jouer ça. Et à côté de ça, on a une histoire, mais géniale aussi, j'ai adoré, hein, avec un personnage très asocial au début. On se moque même du fait qu'il est clairement un peu émo, hein, c'est son truc. Et qui, au fil de son aventure, apprendra à s'ouvrir et découvrira, fera la connaissance de différents personnages aux personnalités qui diffèrent beaucoup. Le premier personnage qu'il rencontrera l'aidera à s'ouvrir, et bien entendu, je ne vais pas parler du scénario, le fait est qu'il participe à un jeu particulier pour pouvoir revivre. Ils doivent réussir tout un tas d'épreuves en une semaine pour pouvoir être ressuscités et revenir à la vie parce qu'ils sont morts de telle ou telle façon. Et donc, pour ça, ils doivent combattre des ombres, du bruit, du noise, oui, parce que c'est un petit problème, il n'y a pas de traduction française, c'est un peu dommage. Mais bon, hein, si vous parlez anglais comme moi, si vous êtes anglophone, il ne faut vraiment pas hésiter une seconde. Et oui, l'histoire est vachement bien foutue parce qu'il y a pas mal de zones d'ombre, de choses qu'on apprend au fur et à mesure, des rebondissements sympathiques que j'ai bien appréciés, et qui font que, punaise, en termes d'histoire, rien qu'en termes d'histoire, c'est super prenant. Vous coupez ça à un gameplay qui m'a super enchanté. C'est un des jeux
qui m'a mis une des plus grosses claques que j'ai jamais eues et je l'ai adoré. Cependant, c'est pas mon préféré parce qu'il en reste un dernier et j'en entends déjà soupirer derrière leur écran quand ils apprendront ce que c'est et je m'en excuse d'avance, mais numéro 1, Final Fantasy VII. Je sais, c'est super original. Super original. Et je vais avoir un truc par rapport à ça. Je suis sûr qu'il y a un grand facteur nostalgie qui entre en jeu là-dedans. Je suis conscient de ça. Mais malgré tout, quand vous me demandez de penser aux jeux que j'ai le plus adoré, aux jeux auxquels j'ai le plus rejoué, aux jeux qui apportent le plus de bons souvenirs, c'est directement Final Fantasy VII. J'adore tellement ce qu'ils ont voulu faire avec ça. C'est la première fois que j'ai eu cette expérience de scénario aussi complexe. Il y a autant de personnages, autant de rebondissements, autant d'ambiance forte. J'ai jamais connu ça avant que d'avoir joué à Final Fantasy VII. Et ça m'a ouvert à énormément de choses par rapport à ça. Et même maintenant, quand je me revois l'histoire du jeu, je me rends compte d'à quel point c'était fortiche, c'était réfléchi et bien pensé sur pas mal de points. Les personnages sont tous super prenants, personnellement. Bon, je suis moyennement fan de Cait Sith, sur le principe. Sa personnalité, au-delà de Cait Sith, j'aime bien, mais le personnage de Cait Sith en soi, j'ai jamais été fan, surtout pour les combats. Mais en dehors de ça, tous les personnages étaient fun, même les personnages facultatifs, parce qu'il y a des personnages facultatifs à avoir qui étaient super sympas à trouver, qui avaient chacun leur personnalité très colorée, très particulière, parce que oui, coloré je sais pas si je pourrais dire ça pour certains personnages. Il y a certains personnages qui sont du genre à broyer du noir et très sérieux. Mais oui, c'est bien, il y a vraiment une diversité des personnages. Nos personnages n'ont pas de grandes capacités qui les démarquent, en dehors de leur limite break. Leur limite lorsqu'on les cogne trop et ça se remplit et qu'on peut tout lâcher d'un coup, hein, un truc de base dans les Final Fantasy. En dehors de leur limite break propre à eux, et leurs armes propres à eux, les personnages n'ont pas beaucoup de spécificité et on peut faire un healer de n'importe qui, tout comme on peut faire quelqu'un de super fort de n'importe qui techniquement, même s'il y a certains personnages qui sont plus faits pour que d'autres. Donc oui, ça peut poser problème, mais c'est pour moi très largement compensé par le système de Materia, qui est l'un des systèmes les plus avancés et prenants que j'ai pu voir dans un jeu où nos Materia, hein, ce qui représente notre magie, mais également des capacités en plus, ça peut nous donner plus de défense, ça peut nous donner certaines capacités précises. Ces Materia-là peuvent évoluer, enfin peuvent avoir des différents niveaux, on peut les remplacer, elles peuvent être liées ensemble, on peut lier deux matériaux entre eux pour donner différentes capacités, et j'ai toujours trouvé ça très amusant à gérer. Vraiment, il y avait quelque chose de très sympa à devoir gérer. Alors, j'ai cette place d'inventaire, si je prends telle arme, ça me donne ça comme capacité, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça? Il y avait vraiment une gestion là-dedans pour nos personnages que j'ai toujours trouvé très fun et qui m'a vraiment accroché tout du long. Faut savoir que c'est un jeu, j'y jouais à une époque où je consultais pas bêtement les manuels, les facs en ligne pour savoir ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire à tel moment pour pouvoir débloquer telle ou telle chose. Et de moi-même, j'ai fini par découvrir énormément de choses, comme j'ai réussi à faire de moi-même un chocobo doré. Voilà, j'ai réussi à mettre deux chocobos ensemble, à les faire s'accoupler pour avoir un chocobo doré sans l'aide de personne. Et je peux vous dire qu'à l'époque, punaise, je me sentais fier quand j'ai réussi à en avoir un. Parce que punaise, waouh, ça demandait du temps et c'était super gratifiant ça. Il y avait pas mal de choses à découvrir et je pense que c'est le truc qui fait que c'est mon Final Fantasy préféré au-dessus de Final Fantasy 9. C'est que j'étais super pris dans les quêtes secondaires, même si elles sont pas super scénarisées comme dans Chrono Trigger. Elles sont très fun à faire et je m'y investissais vraiment. Mais je vais pas nier une chose par rapport à ça, c'est que c'est clair
c'est un jeu de mon enfance, le premier jeu à m'avoir éveillé à énormément de choses, de choses que ce soit narrativement parlant par rapport à ce que ça racontait, ou en termes de gameplay, ce gameplay aussi poussé, j'ai jamais eu ça avant. Je veux dire, j'aime beaucoup Secret of Mana auquel j'ai joué avant, mais son gameplay, même s'il était fun, il n'était pas ultra avancé, il n'y avait pas énormément de gestion à faire. Dans Final Fantasy VII, il y avait une gestion très prenante. Et c'est ça qui m'a vraiment agrippé jusqu'au bout et qui m'a fait y jouer je ne sais combien de fois. Je sais qu'il y a un remake qui va sortir où ils vont changer pas mal de choses. Et honnêtement, personnellement, la seule chose que j'aurais voulu, c'est par rapport au seul défaut que j'aurais à reprocher à ce jeu, c'est que qu'on mette les graphismes au goût du jour et qu'on améliore un peu les mini-jeux, voire qu'on en vire certains. Parce que voilà, les deux choses que j'aurais à reprocher, c'est que oui, les graphismes ont pris un putain de coup de vieux. Hein, j'ai pas le nier une seule seconde. Hein, c'est de la 3D pour l'époque, c'était mirobolant, mais maintenant tu regardes ça, tu te dis chou, c'est un peu moche maintenant, hein, c'est un peu moche, mais pour l'époque, je veux dire, c'était extraordinaire hein, d'avoir ça sur un jeu vidéo. Mais oui, ça c'est clair que je serais vraiment pas contre qu'on améliore ça. Et sans faire un truc super HD, ultra méga fluide de la mort qui tue, comme on a maintenant dans les jeux super récents. Mais juste un truc, je sais pas, qui donne l'impression qu'on avait dans ne serait-ce que Final Fantasy X. Voilà. Final Fantasy X, les graphismes, je trouve, qui tiennent encore bien la route maintenant. Voilà, je demande pas la lune, quoi. J'aurais pas été contre qu'ils fassent une refonte graphique pour ça. Et bon, ouais, comme j'ai dit, certains mini-jeux étaient moyens, pas super en termes de jouabilité. Je leur reconnais d'avoir eu beaucoup de diversité à ce niveau-là, parce qu'il y en a là, du mini-jeu, mais ouais, il y en a certains qui n'étaient pas génial à manipuler. Voilà, mais en dehors de ça, je suis super fan de ce jeu-là. Vraiment. Il y a un facteur nostalgie évident, je ne le nie pas une seconde. Mais même sans ça, je trouve que ça reste un très bon jeu. Et ouais, je ne peux pas penser à autre chose en tant que mon jeu préféré, personnellement. Je suis désolé pour ceux qui en ont un peu marre. Et je suis sûr que je ne sais pas si j'avais découvert Final Fantasy VI en premier. Peut-être que ça aurait été différent, mais voilà, je suis d'une époque où j'ai découvert Final Fantasy VII parce que le 6 est sorti à une époque où j'étais un peu trop petit pour être pris dedans. Et oui, après avoir découvert le 6 après coup, je trouve quand même que en termes de gameplay, le 7 est meilleur. L'histoire du 6, j'irais jusqu'à dire que l'histoire du 6 est peut-être un peu meilleure que celle du 7, mais je préfère largement les personnages et le gameplay de Final Fantasy VII personnellement. Enfin bon, c'est un gros débat ça, Final Fantasy VI contre Final Fantasy VII. Quoi qu'il en soit, voici ma liste de mes 15 jeux vidéo préférés. N'hésitez pas une seconde à faire partager les vôtres. Je suis un peu curieux de savoir quels jeux vous ont bercé, quels jeux vous trouvez exceptionnels, vous. Merci d'avoir suivi cette longue vidéo. À très bientôt. Au revoir.